Donc on reprend. Alors, je vais faire la preuve du 6, et puis avant, je vais terminer la preuve de θ ZDPC égale 0. Enfin non, je vais vous montrer quelque chose de joli quand même. Donc en fait, on a vu que θ de P, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité que 0 soit connecté au bord de la boîte lambda n, n'est-ce pas? Ce qu'on peut écrire probabilité. Alors en percolation, on aime bien faire des dessins. Donc au lieu d'écrire ça, j'écris cet événement-là. D'accord? La boîte de côté n. Alors en fait, cette fonction à droite, je peux l'appeler θ de np. Donc c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de θ de np. Donc ça, c'est θ de np. D'accord? Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fonction θ de np? Alors comme fonction de p, elle est croissante. Comme fonction de n, ouais, elle est décroissante en n. Comme fonction de p de nouveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, toujours. Et comme fonction de n. Alors, au point de vue de la régularité, quand on a cette formule, ben, oui, alors en fait, ici, quand je suis dans une boîte finie, la probabilité comme fonction de p, c'est un polynôme. Donc, fonction analytique, c'est un polynôme en p, n'est-ce pas? θ n de p, c'est un polynôme en p. Donc, finalement, la fonction θ, c'est une limite décroissante en n d'une fonction croissante en p. Je suis sûr que vous connaissez des tas de théorèmes là-dessus, non? Voilà, il y a les deux fameux théorèmes de Dini. Et donc, finalement, cette conjecture, on peut le voir comme un exercice de convergence uniforme. Donc, il s'agit de montrer que cette suite de fonctions converge uniformément vers θ. Parce que c'est équivalent. Si on sait que θ de PC égale 0, la fonction limite sera continue et la convergence sera uniforme. Enfin, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire du tout pour ce problème. Donc, attaquons plutôt le théorème 6. Le théorème 6. Alors, en fait, ce genre d'estimés qui sont centrales pour la compréhension de la phase sous-critique, ce genre d'estimé est très facile si P est petit. Alors, preuve. Si P est petit, là, c'est du gâteau. En fait, on l'a essentiellement fait déjà. Eh bien, on écrit comme tout à l'heure, la probabilité pour que 0 soit connecté à d de lambda n. En fait, c'est plus petit que la probabilité pour qu'il y ait un chemin de longueur n issu de 0. Donc, en fait, c'est plus petit que le 4 fois 3 puissance n moins 1 fois p puissance n. Et donc, si p est plus petit que 1 tiers, ça y est, j'ai ma décroissance exponentielle. Donc là, il n'y a rien à faire. Mais en fait, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est de montrer qu'on a le même comportement de décroissance exponentielle jusqu'au point critique. Alors ça, par contre, c'est dur. Alors, il faut que j'introduise quelques petits outils avant de rentrer dans le cœur de la preuve. D'abord, l'ordre sur oméga. Ordre sur oméga. Donc, je vous rappelle que oméga, c'est l'espace des configurations 0,1 puissance E2. Je les arrête. Donc, en fait, sur 0,1, qui est un ensemble à deux éléments, il y a un ordre total. Et comme c'est un espace produit, eh bien, on peut définir un ordre partiel sur oméga, qui dit que oméga est plus petit que eta, si et seulement si, pour tout arrête E de E2, oméga de E est plus petit que eta de E. Enfin, c'est l'ordre partiel sur les fonctions habituelles. Et de manière plus imagée, ça veut dire que tout arrête ouverte dans oméga est ouverte dans eta. Voilà. Alors maintenant que j'ai un ordre sur oméga, eh bien, ça induit un ordre sur les fonctions sur oméga et aussi sur les événements. Un événement A, grand A,
est dit croissant, donc pour la définition, souvent on passe par les fonctions, si et seulement si indicatrice de A est une fonction croissante, ou alors, si et seulement si, eh bien, dès que oméga appartient à A et que oméga est plus petit que eta, alors eta est aussi dans A. Voilà. Exemple d'événement croissant. Alors, avoir un cluster infini, voilà, donc bon, ça c'est un examen assez compliqué. Alors, plus simplement, en fait, n'importe quelle connexion entre deux points, X connecté à Y, ça c'est le prototype d'un événement croissant, c'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir un chemin ouvert, toute configuration qui a plus d'arêtes ouvertes réalise aussi cet événement. Alors après, j'ai encore besoin de notation, un petit peu de notation, désolé. Donc si je prends oméga une configuration, et E une arête, alors je vais regarder ce qui se passe quand je change artificiellement l'état de l'arête E. Donc on note oméga de E, puissance E, en haut comme ça, c'est la configuration oméga dans laquelle on ouvre l'arête E de force. Donc la configuration oméga, où E est ouverte de force. C'est-à-dire que si elle était ouverte, on ne fait rien, et si elle était fermée, on l'ouvre. Et oméga E en bas, c'est la même chose, où on ferme l'arête. Voilà. Et en fait, j'ai fait tout ça pour définir des arêtes pivots. Définition. Donc je prends A, un événement. Donc ça veut dire que A appartient à F ronde. Et E, une arête. Oméga, une configuration. Alors, une arête E est dite pivot. Pivot pour A dans oméga. Eh bien, en fait, si l'arête, elle décide ou non de l'occurrence de oméga, c'est-à-dire si je change l'état de l'arête, je passe de A à complémentaire. Alors on a deux possibilités, soit c'est oméga E ouvert qui est dans A, et oméga E fermé qui n'est pas dans A, ou l'inverse, c'est-à-dire oméga E n'appartient pas à A, et puis oméga E en bas appartient à A. Voilà, les arêtes pivots, qui est une notion centrale en percolation. Donc par exemple, vous imaginez, si vous avez votre chemin de X à Y, il se peut qu'il y ait des tas de possibilités de chemin, mais il se peut que voilà, il y ait une arête qui soit complètement déterminante, c'est-à-dire que si je ferme cette arête, ça disconnecte. Dans ce cas, l'arête E là, eh bien, elle est pivot. Et tout ça nous amène eh bien, à un très joli résultat qui s'appelle la formule de Russo. Alors, Russo est un mathématicien qui a une nationalité italien, Lucio Russo, qui est né en 1944, qui est toujours vivant, et en fait qui a contribué énormément au début de la théorie de la percolation. Et puis il s'est attaqué au fameux problème θ de PC égale 0. Et Vladas Sidoravicius m'a raconté que, en fait, dans les années 80, il était à une conférence sur la percolation à Oberwolfach, là, le centre mathématique dans la Forêt Noire,
où il y avait tous les ténors de la percolation, dont Harry Keston, et puis il pensait avoir une preuve de cette fameuse conjecture θ de PC égale 0 en dimension 3. Alors, il a expliqué. Mais bon, malheureusement, il y avait une faute dedans, et puis évidemment, Harry Keston, qui était dans l'assistance, une ou 2 heures après, il avait trouvé ça, il l'a raconté, et puis ça l'a complètement déprimé, et il a arrêté de faire des mathématiques. Bon, en fait, il a arrêté, je pense qu'il avait envie, mais il s'est reconverti en fait, dans la théologie et tout, et donc en fait, il a écrit des articles, des ouvrages monumentaux de référence là-dedans, hein, donc une activité très impressionnante. Bon, moi, je peux pas faire ça, donc je sais juste faire mes maths, donc je vais rester à essayer de faire θ de PC égale 0, même si j'y arrive pas. Alors, toujours est-il qu'il a donné son nom à plusieurs résultats fondamentaux de percolation, donc la formule de Russo, et puis un autre théorème qui s'appelle le théorème, enfin, la technique de Russo-Seymour-Welch, qui porte son nom. Alors, la formule de Russo dit la chose suivante. Je prends A, un événement croissant, alors en fait, qui dépend d'un nombre fini d'arêtes, qui dépend d'un nombre fini d'arêtes. Alors, la formule de Russo calcule une quantité qui nous intéresse énormément, c'est la dérivée de la probabilité de A. Donc en fait, comme A dépend d'un nombre fini d'arêtes, alors quand je dis ça, ça veut dire vous pouvez regarder une boîte finie fixée si vous voulez. Donc là, pour n'importe quel événement, P indice P de A, c'est toujours un polynôme. Donc en fait, c'est analytique, tout ce que vous voulez, et vous pouvez calculer la dérivée. Donc, ça calcule ça, et ça, c'est égal à donc en fait, vous pouvez imaginer ce qui se passe si vous faites une variation infinitésimale de P, et puis que vous avez fait le couplage de toutes les configurations de percolation dont on a parlé, mais qu'on n'a pas fait. Donc en fait, vous avez votre configuration de percolation, et puis disons que A n'est pas réalisé, et puis vous montez légèrement P, donc plus P monte, plus vous avez de chances de réaliser A, puisque c'est un événement croissant. Donc en fait, quand vous faites une variation infinitésimale de P, qui est toute petite, vous allez passer d'une configuration à l'autre, vous allez modifier au plus une arête. Parce que modifier 2 arêtes, ça va être un terme en P carré, modifier 3, ça va être en P cube, etc. Et donc, par exemple, si je regarde la connexion entre X et Y, bon, alors si c'est comme ça, en faisant une arête, j'y arriverai pas. Mais en fait, si je suis dans une situation comme ça, où effectivement, il n'y a qu'une arête qui manque pour le faire, ben, dès que je vais arriver à ouvrir celle-là, ça va marcher. Vous savez quoi, dérivée ? Voilà, en fait, le terme fondamental dans cette dérivée, c'est le nombre d'arêtes pivot. Donc en fait, c'est l'espérance du nombre d'arêtes pivot. Voilà, donc en fait, c'est une très jolie formule qui joue un rôle central dans de nombreuses preuves. Alors, preuve. Eh bien, on y va. Je prends P indice P de A. Et il faut que je calcule la dérivée. Allora, siccome lui è italiano, facciamo la prova in italiano. Oui. Alors, scrivo questo. Questa probabilità è la somma su omega in A della probabilità di A, di omega. E siccome questa somma è finita, posso mettere dentro questa derivata. Ma è molto più divertente in italiano che in francese, no? Allora, somma su omega che appartiene a A di questa derivata. Adesso questa probabilità P di omega è semplice un prodotto, il prodotto su tutti i legami I che appartengono a questa scatola lambda di P omega I 1 meno P
1 meno omega I, e devo prendere la derivata di questo prodotto. Allora, come si fa? Come voi fate te? Perfetto, allora possiamo derivare ogni legame ciascuno, ma c'è un metodo un po' più efficiente? Sì, che di prendere la derivata logaritmica. Allora, mi viene la somma I di questa è la derivata logaritmica. Pp di omega. Allora, io metto questo dentro questa formula e mi viene la somma sopra omega che appartiene a A della somma su I. Allora, questo io lo definisco come xi di omega, di xi di omega, pp di omega. A questo punto io metto questa somma fuori, la somma su I, la somma su omega che appartiene a A. E adesso io vedo che questo è l'aspettazione di questa variabile verso la misura pp. E allora questo è uguale alla somma su I di l'aspettazione xi, la funzione indicatrice di così. Bene. Bon, alors comme ça devient un peu plus difficile, on revient en français. Maintenant, il faut que je calcule cette espérance. Alors en fait, ce que je veux faire, c'est calculer l'espérance sur E. Donc en fait, j'ai plusieurs choix, parce qu'en fait, cette espérance, c'est par rapport à la mesure produit plus indice P. Et donc en fait, alors, soit j'écris la somme sur toutes les configurations possibles, soit je fais un théorème de Fubini discret, mais en fait, la meilleure méthode, c'est une méthode que les probabilistes ont inventée, et qui s'appelle... Donc en fait, je veux calculer l'espérance en fixant toutes les variables, sauf l'arête E. Oui, donc je pourrais écrire toute la somme sur tous les états possibles de toutes les arêtes, et puis mettre la somme sur l'état de l'arête E tout en dernier, et calculer ça. Voilà, espérance conditionnelle. Donc en fait, je vais écrire la chose suivante. Espérance de xe1a. Bon, c'est peut-être un petit dépassement par rapport au problème de prépa, mais j'ai le droit. Donc c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle de xe1a, sachant tous les états de toutes les autres arêtes. Donc en fait, ça revient à fixer toutes les arêtes et à prendre l'espérance sur E. Et l'espérance, c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle. Et maintenant, si je regarde ce que c'est que ça, espérance de xe1a, sachant oméga f, f différent de E. Donc en fait, j'ai fixé toutes les arêtes et maintenant je prends l'espérance sur E. Mais les arêtes sont indépendantes entre elles, et donc en fait, oméga E, quand j'ai fixé les états de toutes les arêtes, c'est une variable de Bernoulli de paramètre P. Donc en fait, cette chose-là, eh bien, xe, il est où lui? Là. Voilà. Donc xe, il vaut eh bien, 1 sur P avec probabilité P. Donc je vais avoir 1 sur P avec probabilité P. Et dans ce cas, ici, l'indicatrice de A, j'aurai indicatrice A de oméga E en haut. Donc ça, c'est si l'arête E est ouverte. Et puis, ça vaut 1 moins P avec probabilité 1 sur 1 moins P. Et là, il me vient indicatrice de A de oméga E en bas.
Et donc, je vois que cette espérance, c'est égal, en fait, à l'espérance de indicatrice A oméga E moins indicatrice A oméga E en bas. Donc en fait, ça, c'est la configuration oméga dans laquelle je change l'arête E. Alors en fait, si l'arête E n'est pas pivot, eh bien, ces deux fonctions auront la même valeur et ça fera 0. Donc le seul cas où ça ne peut pas être 0, c'est quand E est pivot. Mais comme en plus, j'ai supposé que A est croissant, ça peut être pivot que dans un sens, c'est-à-dire que celui-là peut valoir 1 et celui-là 0. Donc en fait, ça c'est l'espérance de l'indicatrice de E est pivot pour A. Donc en fait, c'est la probabilité que E soit pivot pour A. Et donc, ça me fait que D sur dP, donc P indice P de A, est égal à eh bien, la somme sur E de la probabilité pour que E soit pivot. Donc en fait, je mets ça sous forme d'espérance et je mets devant la somme, et ça me fait l'espérance du nombre d'arrêts de pivot. Voilà. Oui, je fais comme à l'agrégation, je termine mes preuves en bas à droite du tableau. Voilà, donc en fait, c'est une formule qui est simple, c'est juste un petit calcul comme ça, mais c'est assez remarquable, et c'est une sorte d'intégration par partie, parce qu'ici, en fait, vous voyez, la P indice P, ici on a une dérivée par rapport au paramètre continu, mais en fait, quand on fait ça, ici, c'est une dérivée discrète. Donc en fait, on a transformé la dérivée continue en dérivée discrète. Puis on a fait ça à travers une sorte de Fubini. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on enseigne dans tous les cours de percolation. Bon, ça s'appelle aussi la formule de Margulis-Roussio, parce qu'elle a été découverte par un russe qui s'appelle Margulis dans d'autres modèles de théorie des queues, etc. Mais en percolation, on appelle ça formule de Rousseau. Et maintenant, je vais vous présenter en fait l'outil qui est au cœur de la preuve du Ménil-Copain étation, donc une inégalité différentielle. Donc l'inégalité différentielle du Ménil-Copain et Vincentation. Alors, je suis désolé, il faut encore quelques notations pour écrire cette inégalité différentielle. Donc, si je prends S, une partie finie connexe de ZD, alors je vais définir delta S. Donc en fait, ça s'appelle le bord arête de S. Donc en fait, c'est une partie finie. Donc en fait, c'est l'ensemble des arêtes qui ont une extrémité dans S et l'autre hors de S. Donc en fait, ça va être l'ensemble des arêtes XY avec X qui est dans S et Y qui n'appartient pas à S. Voilà. Et la fonction magique qu'ils ont inventée, qui est donc complètement nouvelle en percolation, que personne n'avait jamais regardée jusqu'à présent, c'est la chose suivante. Et on définit phi P de S égale eh bien, la somme sur E égale XY appartenant au bord arête de la probabilité pour que 0 soit connecté à X. Alors attention, dans S. C'est-à-dire que, donc maintenant je prends une partie finie connexe alors qui contient 0. Voilà. Et je regarde les arêtes du bord arête telles que l'extrémité qui est dans S soit connectée à 0 par un chemin ouvert. Mais alors quand je mets ce symbole, ça veut dire que le chemin il doit rester dans S. C'est-à-dire que en fait, si j'ai un truc comme ça, là je ne la compte pas cette arête. Voilà. Donc en fait, ça c'est en quelque sorte le nombre moyen d'arêtes
de delta S relié à 0, 0 dans S. Voilà. Donc ça, c'est la fonction. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire leur étonnante inégalité différentielle. Donc je ne vais pas m'en priver. Donc ça donne la chose suivante. Donc je prends lambda une boîte finie, n'importe laquelle. Et alors, ils ont montré la chose suivante, c'est quand je fais la dérivée par rapport à P de la probabilité pour que 0 soit connecté au bord de lambda, eh bien ça c'est super ou égal à 1 sur 1 moins P, l'inf de phi P de S. Alors ici, l'inf porte sur le S, donc c'est sur toutes les parties connexes S qui contiennent 0. S connexe fois 1 moins la même probabilité. Voilà. Une inégalité différentielle. Bon, qui est assez étonnante, hein, parce que vous voyez, cette probabilité, c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, personne n'avait jamais écrit quelque chose de ce type avant en percolation. OK. Eh bien, allons-y. Donc maintenant qu'on a la formule de Rousseau, eh bien, on va prendre ça et on va dériver. Preuve. Alors, j'applique la formule de Rousseau, qui me dit que d sur dp de probabilité pour que 0 soit connecté à des lambda. Donc ça, c'est un événement croissant qui dépend d'un nombre fini d'arêtes dans une boîte finie lambda. Donc en fait, par la formule de Rousseau, c'est égal à eh bien, somme sur E inclus dans lambda de la probabilité pour que E soit pivot pour cette connexion. 0 connecté à des lambda. Voilà. Alors ça veut dire quoi, E pivot? Ben, ça veut dire que ici j'ai ma boîte lambda, eh bien j'ai une arête E là. Alors pour qu'elle soit pivot, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire que le chemin, la connexion a lieu. C'est-à-dire que l'état de l'arête décide ou non de la connexion. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'arête? Elle est ouverte ou fermée? Donc je répète ma question. Donc je suppose que E est pivot pour cet événement. Est-ce que l'arête E, elle est ouverte ou fermée? Ben, en fait, on ne sait pas. Elle peut être ouverte ou fermée. Parce que le fait d'être pivot, ça ne dépend pas de l'état de l'arête. Ça vous dit juste que si vous changez l'état de l'arête, l'événement arrive ou pas. Et donc en fait, ça c'est une observation fondamentale, c'est que le fait d'être pivot, ça dépend de la configuration autour et ça ne dépend pas de l'état de l'arête. Et donc, et c'est même indépendant. C'est-à-dire qu'on a la chose suivante, c'est probabilité que E soit pivot et E fermé. Ces deux événements sont indépendants. Donc en fait, ça c'est égal à la probabilité pour que E soit pivot fois la probabilité que E soit fermé. Voilà, ça c'est une astuce qu'on utilise tout le temps quand on fait des calculs avec les arrêts de pivot et qui est assez magique. Alors, je continue mon calcul en remplaçant la probabilité par ça. Donc j'obtiens que d sur dp, la probabilité pour que 0 soit connecté à des lambda, est égale à la somme sur E. Donc si je remplace avec cette petite identité, je vais avoir 1 sur 1 moins P fois la probabilité pour que E soit pivot et E fermé. Et donc comme ça, je me suis mis d'office dans la situation où l'arrêt de pivot est fermé. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, maintenant, E était pivot, mais je l'ai fermé. Alors en fait, 0 n'est plus relié au bord.
Et donc, je vais introduire l'ensemble S ronde. On introduit. S ronde, ça va être l'ensemble des points de la boîte qui ne sont pas reliés au bord. X n'est pas connecté à D lambda. Et donc, du fait que j'ai fermé mon arrêt de pivot, ça veut dire que 0 n'est plus relié au bord, et donc je vais avoir que 0 appartient à S ronde. Et maintenant, ce que je vais faire, alors en fait, il y a plusieurs techniques pour conduire le calcul là. Donc si on veut faire, si on a plus d'outils en percolation, c'est relativement facile. Mais donc Duménil, Copain et Tassion, ils ont essayé d'écrire la preuve la plus élémentaire de ce résultat très compliqué. Et donc, en fait, ils ont fait une sorte de découplage automatique en introduisant cet ensemble. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en quelque sorte conditionner par cet ensemble, mais comme on veut faire la preuve la plus élémentaire possible, je peux faire un vrai conditionnement, je vais juste disjoncter cette probabilité, je ne sais pas comment on dit, suivant l'ensemble S. Donc je sépare cette probabilité en somme sur E. Somme sur S, donc S c'est un ensemble qui contient 0, de 1 sur 1 moins P, la probabilité pour que E soit pivot, E soit fermé, et S ronde égale S. D'accord? Donc j'ai juste fait une union disjointe d'événements suivant ce que peut être l'ensemble S ronde. Donc l'ensemble S ronde, c'est un ensemble comme ça. C'est en fait un ensemble tel que, ici, dedans, je ne suis pas relié au bord. Donc en fait, le complémentaire de S, c'est l'ensemble des points qui sont reliés au bord. Et alors, pourquoi faire ça, d'ailleurs, me direz-vous? Bon, alors sans comprendre toute la preuve, ici on dérive une somme, là on a mis deux sommes, et quand on est mathématicien et qu'on voit deux sommes, eh ben on dit. Donc je les intervertis, somme sur S, 0 appartient à S, somme sur E, 1 sur 1 moins P, à vos souhaits, probabilité que E soit pivot, E fermé, et S ronde égale S. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a fait ça? C'est qu'ici, l'ensemble S est fixé. D'accord? S, c'est les points qui ne sont pas joignables depuis le bord de la boîte. Donc, je fixe S et je veux que E soit pivot. Alors, où est-ce que peut se trouver E? Le bord de quoi? Ben oui, parce que maintenant que S, c'est ça, les seuls arrêts de pivot possibles, eh bien, ce sont celles qui sont là. Donc en fait ici, la somme interne sur E, eh bien, je suis sûr que je peux la limiter à E appartient à delta S, au bord arrête de S. Sinon, E n'a aucune chance d'être pivot. Et maintenant, si je prends une arête E, on va faire ce dessin qui est quand même pas très bien fait. Donc, j'ai ma boîte, j'ai 0, je me fixe un ensemble S. Donc en fait, ici, tous les points là, ils sont reliés au bord. Les points à l'intérieur ne le sont pas. Prenons une arête E sur le bord arête de S. Quand est-ce que cette arête sera-t-elle pivot? Donc elle sera pivot si son état détermine la connexion entre 0 et le bord. Alors on sait déjà qu'une extrémité de l'arête ici est reliée au bord. Et donc elle deviendra pivot si et seulement si son autre extrémité est reliée à 0. Voilà. Est reliée à 0 dans S. Donc en fait ici, je peux réécrire cette somme de... En fait, vous voyez, il a introduit des ensembles et tout, mais c'est pas du tout innocent parce que ça permet d'interpréter hyper intelligemment ces événements. Donc ici, j'ai la somme sur S, la somme sur E dans delta S, 1 sur 1 moins P. Et donc là, je vais avoir l'événement, donc E égale XY, je vais nommer les... Donc E, elle va devenir pivot si et seulement si 0 est connecté à X dans S. E fermé. S ronde égale S.
Donc si j'ai cette connexion, que cette autre extrémité est connectée au bord, eh bien en fait, E, elle est pivot. Et alors en plus, je vais enlever ça, tiens. Vous êtes d'accord? Ça vous va? Alors pourquoi est-ce que je peux enlever ça? Parce qu'en fait, si S ronde égale S, que j'ai ça, et que... Ouais, elle ne peut pas être ouverte, parce que si elle était ouverte et que j'ai ça, en fait, 0, il serait dans S. Et ici, je somme sur les ensembles S, tels que 0 appartient à S. Alors ça, par contre, si je l'enlève aussi, ça va mal se passer. Mais à cette condition, en fait, cette condition implique automatiquement que E soit fermé. Et donc, ça, je peux effacer ce que je vous montrais. On arrive à quoi? On arrive à ça, voilà. Et alors maintenant, je dis la chose suivante. Donc, voici mon ensemble S. Lambda. Donc ici, j'ai un premier événement qui est 0 est connecté à X dans S. Et après, j'ai l'événement S ronde égale S. Alors, la remarque suivante très importante, c'est que l'événement S ronde égale S, en fait, il ne dépend que des arêtes à l'extérieur de S. Parce que S, c'est les points que je ne peux pas rejoindre du bord. Alors, comment je fais pour les trouver? Je pars du bord et j'explore tout ce que je peux explorer en partant du bord. Et puis, je m'arrête quand je trouve une barrière. Et en fait, l'ensemble S, c'est les points qui n'ont pas été touchés, donc c'est le complémentaire de ces points, et je n'ai exploré aucune des arêtes de S. Donc en fait, cet événement S ronde égale S, il ne dépend que des arêtes dont les deux extrémités sont en dehors de S. S ronde égale S ne dépend que des arêtes dont les deux extrémités sont dans S. Sont dans S complémentaire. Je dis toujours le contraire de ce qu'on... Alors que l'autre événement, 0 connecté à X dans S, ne dépend que des arêtes ayant au moins une extrémité dans S. Et donc la conclusion, c'est que ces deux événements sont indépendants. Alors ça me permet de séparer la probabilité. Somme sur S, 0 appartient à S, somme sur E appartenant à delta S, 1 sur A moins P. Donc maintenant, il va me dire la probabilité pour que 0 soit connecté à X dans S. Fois, eh bien, probabilité que S ronde égale S. Alors là, c'est merveilleux parce que, eh bien, pourquoi c'est merveilleux? Déjà, c'est une formule étonnante. Là, c'est une égalité, hein, j'ai rien minoré. Mais en fait, ce que je vois apparaître, oui, je vois apparaître la fonction phi p. Si ici, je mets une espérance et puis que je rentre cette somme dedans, en fait, ici, c'est exactement phi p. Donc, ça fait somme pour 0 appartenant à S de 1 sur 1 moins p, phi p de S, probabilité pour que S ronde égale S. Et en plus, c'est une égalité. Là. Et donc, moi, je veux l'inégalité là-bas. Et bien alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je minore en prenant l'infimum de phi p de S. Et il va me sortir 1 sur 1 moins p, l'inf de phi p. Et puis après, j'aurai la somme sur tous les S qui contiennent 0 de S ronde égale S. Et ça va être l'événement que 0 appartient à S ronde. C'est-à-dire que 0 n'est pas joignable depuis l'extérieur de la boîte. Et donc, il va me venir la probabilité pour que 0 ne soit pas connecté au bord de lambda. Et voilà. Donc vous voyez, ce calcul, il tient en 2 tableaux, mais en fait, il est hyper ingénieux, il ne faut pas croire. D'ailleurs, la première fois qu'ils l'ont fait, ils n'ont pas fait comme ça.
ils ont utilisé une autre inégalité de corrélation en percolation qui s'appelle l'inégalité Béka, qui permet en fait de contrôler l'occurrence de deux événements quand ils sont réalisés par des jeux d'arrêt disjoints. Donc en fait, il y a une autre technique que cet ensemble S-ronde qui permet de faire ça encore plus vite. Mais en fait, cette inégalité Béka, elle est quand même assez difficile. Et donc si on veut faire une preuve élémentaire, en fait, on fait comme ça. Et on a cette inégalité différentielle. Et en fait, donc c'est ça qui est le cœur de la preuve. Donc maintenant, ça va aller relativement vite. Et donc ils ont pu généraliser. Alors ils ont fait ça aussi dans le modèle FK. Donc ça permet de résoudre pour le coup une... Enfin, dans le modèle FK, il y a encore des difficultés supplémentaires parce que c'est un modèle de percolation dépendante. Donc on sort du cadre indépendant. Donc la percolation, c'est un modèle qui a tellement de succès parce que bon, en théorie des probabilités, il y a la théorie des variables indépendantes, x1 plus xn sur n, la loi des grands nombres, théorème central limite. En fait, ça c'est un sujet qui a été extrêmement étudié et qu'on connaît dans tous ces recoins. Et donc quand on veut sortir de ce cadre et introduire de la dépendance et de la géométrie dans le modèle, eh bien le modèle de percolation, c'est quand même un des cadres les plus simples qui vient à l'esprit. Donc dans le modèle de percolation, avec toute cette indépendance, on a des outils, mais alors après, quand on va vers la FK percolation, il y en a certains qui s'effondrent, et donc ce genre de choses est beaucoup plus difficile à faire. Donc en fait, ça leur a pris du temps de passer de ça à la FK percolation. Mais une fois qu'on a la FK percolation, après on a la même chose dans le modèle d'Ising, le modèle le plus fameux de la mécanique statistique. Bon, c'est quand même dans le modèle d'Ising que Godin-Copain a obtenu ses résultats les plus spectaculaires. Mais en fait, ces inspirations, elles viennent beaucoup du modèle de FK percolation. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on conclut avec cette inégalité différentielle. Bon, il faut encore un peu de travail, mais en fait, l'essentiel est fait. Bon, je crois que j'ai amélioré un tout petit peu la rédaction du Ménil-Copain de sa preuve. Je pense pas que j'aurai la médaille Philippe pour ça. Mais en fait, si vous regardez son article, il présente pas les choses comme ça. En fait, il définit un nouveau point critique avec cette fonction phi p de s. Alors moi, je vais procéder différemment, d'une manière qui me semble plus naturelle, avec la proposition suivante. Donc maintenant, je vais montrer la chose suivante. Soit P0 dans 0,1 tel que, eh bien, cet inf des phi P0 de S sur les S soit supérieur ou égal à 1, alors P0 est supérieur ou égal au point critique. Voilà, donc moi je fais comme ça. Bon, du Ménil-Copain, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent un point critique en fonction de la valeur de cette inf. Donc bon, c'est assez raisonnable vis-à-vis de cette inégalité, mais par rapport au modèle, c'est quand même un chemin un peu moins naturel dès le début, quoi. Donc on va le faire comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, donc je prends un P0 comme ça. Alors, première remarque, c'est la fonction phi p de S, c'est une fonction qui est croissante en P, parce que c'est le nombre moyen de chemins du bord arrête qui sont connectés à 0 dans S, donc plus P augmente, plus augmente. Et donc, si je prends un P1 plus grand que P0, eh bien, j'aurai encore que l'inf sur S de phi P0, phi P1 de S, va être plus grand que 1. Voilà. Donc maintenant, je prends cette inégalité différentielle, et puis je vais l'écrire sur tout l'intervalle P0, P1. Ainsi, quel que soit P dans l'intervalle P0, P1, eh bien, je vais avoir que D sur dP de la probabilité pour que 0 soit connecté à D lambda. Donc en fait, dans tout cet intervalle, l'inf il est plus grand que 1. Alors je minore. Plus grand que 1 sur 1 moins P. 1 moins la probabilité pour que 0 soit connecté à D lambda. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on le donne en colle à un élève. Il veut faire quoi, l'élève? Ben, il va essayer d'intégrer, mais il va sûrement se tromper dans les signes, alors je vais essayer de ne pas le faire. Donc, je vais écrire D sur dP de probabilité P 0 d lambda
Donc je divise par 1 moins P indice P de 0 connecté à d lambda, plus grand que 1 sur 1 moins P. Et donc, j'intègre cette inégalité différentielle entre P0 et P1. Alors, attention, vous me corrigez hein, si je me trompe. Moins log de 1 moins P indice P, 0 connecté à d lambda, pris entre P0 et P1, supérieur ou égal à moins log de 1 moins P, pris entre P0 et P1. Et donc, ça fait moins log de 1 moins P indice P1, 0 connecté à d lambda, sur 1 moins P indice P0, 0 connecté à d lambda, plus grand que moins log de 1 moins P1 sur 1 moins P0. Si j'essaie de le faire d'un coup jusqu'au bout, c'est sûr que je me trompe dans les signes. Donc là, il faut enlever les logs, mais il y a moins de vent. Donc, voilà, on renverse le signe d'abord, c'est plus sûr. 1 moins P indice P0 sur 1 moins P indice P1. Voilà, il faut que je renverse l'inégalité, non? Plus petit que 1 moins P0 sur 1 moins P1. C'est pas? Non, c'est trompé. Ah ouais, j'ai inversé 2 fois. Pas moyen. Hein. Voilà. Ok, ok. Très bien, très bien. Et alors maintenant, je vais minorer ça, parce que la probabilité est comprise en 0, 1. Donc ça, c'est plus grand que 1 moins P indice P1. Donc j'enlève ce dénominateur. Et finalement, j'obtiens P indice P1, que 0 connecté au bord de lambda, est plus grand que 1 moins P1 sur 1 moins P0. Égale P1 moins P0 sur 1 moins P0. Et voilà. Et alors en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'ici, ben, ça dépend, c'est uniforme en lambda. Uniforme en lambda. Pour toutes les boîtes lambda. Donc maintenant, si je fais lambda qui tend en croissant vers ZD, eh bien ça, comme on l'a vu tout à l'heure, ça me fait ma fonction θ. Et donc j'obtiens que θ de P1 est plus grand que P1 moins P0 sur 1 moins P0. Et donc, dès que P1 est plus grand que P0, c'est positif dès que P1 est plus grand que P0. Donc pour n'importe quel point P1 plus grand que P0, le θ est positif, et donc ça veut dire que le P0, il est plus petit que le PC. Plus grand que le PC. Et voilà. Une magnifique preuve. Et alors en plus, il a fait plus que ça, parce qu'on a aussi cette minoration. Hein. θ de P1 est plus grand que P1 moins P0. Donc en fait, je peux faire tendre le P0, prendre P0 égale PC, ça donne l'inégalité suivante. θ de P est plus grand que P moins PC sur 1 moins PC. Donc qui est complètement non trivial et difficile à avoir. Donc en fait, ça c'est un bénéfice secondaire de la preuve de Dumesnil-Copin et Vincentation. Voilà. Donc ça, c'était mon utilisation de l'inégalité différentielle. Et maintenant, la preuve se conclut de la manière suivante. Parce qu'ici, j'ai pris un P0 plus grand que PC. Donc maintenant, je vais prendre un point P qui est plus petit que PC. Donc s'il est plus petit que PC, eh bien, je n'aurai pas ça. Donc soit P est plus petit que PC, alors, eh bien, l'inf des phi P de S, il est strictement plus petit que 1.
Parce qu'on a vu que s'il était supérieur ou égal à 1, le P il était plus grand que PC. Donc si l'un filet est strictement plus petit que 1, ça veut dire que je peux en trouver un tel que le phi P soit strictement plus petit que 1. Il existe donc, alors S fini, 0 appartient à S, et phi P de S est strictement plus petit que 1. Voilà, et avec ce S, eh bien, je vais montrer ma décroissance exponentielle. Alors, en fait, l'idée est quand même assez profonde, hein, donc on peut faire le calcul et te mettre en calcul, mais l'idée, c'est la suivante, c'est que, ici, maintenant, j'ai un S, et en moyenne, en fait, ici, eh bien, j'ai une arête ici, qui est connectée à l'intérieur de S, une arête du bord arête qui est connectée au bord de S. Alors, en fait, l'idée pour faire la preuve, c'est de comparer. Donc, en fait, si on a un chemin très long, chaque fois ici, la première fois que je sors de S, j'ai en moyenne au plus une arête qui permet de sortir. Et après, je vais recommencer à mettre le même S ici. Et ici, j'aurai au plus une arête. Donc, à chaque fois, j'ai essentiellement une arête qui me permet de sortir de ça. Et donc, en fait, ma chance, elle diminue à chaque fois. Et elle va décroître exponentiellement vite avec la longueur du chemin. Alors, sur le plan technique, ça donne la chose suivante. Donc, je prends L, tel que, eh bien, S, il soit inclus dans la boîte lambda de L. Donc, je prends une boîte suffisamment grande pour que le S, il rentre dedans tranquillement. Et ensuite, je regarde la probabilité que 0 soit connecté au bord de la boîte K fois grand L, avec un K supérieur ou égal à 1. Donc en fait, c'est une énorme boîte, mais dedans, il y a des petites boîtes, et puis il y a d'abord cette boîte lambda avec ce S. Donc en fait, ici, le chemin qui part de 0, qui va aller au bord de la grande boîte, eh bien, il va devoir commencer par sortir de S, et puis ensuite rejoindre la grande boîte. Alors en fait, bon, il pourrait faire des choses comme ça, vous voyez, tac, revenir dans S, etc. Alors ça, c'est des scénarios un peu compliqués. Donc en fait, je vais regarder l'ensemble C ronde. Ça va être l'ensemble des X dans S, tel que 0 est connecté à X dans S. Et en fait, je vais plutôt regarder le moment où il sort de cet ensemble. C'est-à-dire, parmi tous les points du bord arête, il y a ceux qui sont connectés à 0 en restant dans l'ensemble, et je vais regarder l'instant de la dernière visite à cet ensemble. Et donc, en fait, je suis obligé de conditionner cette probabilité par la valeur de C ronde, un peu comme avec le S ronde tout à l'heure. Et donc, j'écris probabilité que 0 soit connecté à D lambda de KL. Donc je vais sommer sur toutes les valeurs possibles de C ronde, égale somme sur C de probabilité pour que 0 connecté à D lambda de KL et C ronde égale C. Alors une fois que j'ai fixé C ronde, voilà, donc j'ai un ensemble C ronde, et je regarde parmi le... Donc ici j'ai mon chemin qui va jusqu'au bord, et je regarde la dernière fois où il visite C ronde. Alors je dis que si on a ça, somme sur C, eh bien forcément il existe une arête E du bord de delta S, E égale XY, tel que le X il soit dans C, l'arête elle est ouverte, XY est ouverte, et puis en fait la suite du chemin, eh bien, elle connecte Y au bord de D lambda de KL, mais elle ne revient pas dans C ronde. Donc en fait, cette connexion a lieu hors de C. Voilà, je regarde en fait dans ce chemin qui relie au bord la dernière fois où il passe par C. Et donc, le point essentiel étant que quand je fais ça, et que je fixe C,
eh bien de nouveau, en fait, cet événement-là, il a lieu hors de C, alors que l'événement ici, cet arrête E, eh bien, à une extrémité qui est connectée à 0, cet événement a lieu dans C. Et donc, ça me permet d'écrire que ça, c'est la somme sur C de... Oui, alors d'abord, ici, la somme, il existe un E, je transforme en somme sur E. Donc, j'écris d'abord somme sur C de somme sur E de la même probabilité. Et maintenant, j'utilise le fait que ces deux événements sont indépendants. Bon, je vais écrire quand même l'événement. Donc en fait, ici, ça c'est l'événement. Donc E égale XY. Donc 0 est connecté à X dans C. E est ouverte. Et puis Y est connecté à D lambda de KL dans C complémentaire. Donc maintenant, j'utilise l'indépendance. Plus petit que somme sur C. Oui, puis j'ai aussi C ronde égale C. Somme sur C. Somme sur E appartenant à delta S. Donc là, je vais obtenir la probabilité pour que 0 soit connecté à X dans C, C ronde égale C, fois petit p, fois la probabilité pour que Y soit connecté à D lambda de KL dans C complémentaire. OK ? Alors, je veux faire apparaître la fonction phi. Donc, la fonction phi, elle correspondrait essentiellement à la première somme. Mais en fait, j'y suis pas encore parce que ce terme, il dépend aussi de C. Donc, je vais majorer ce terme pour enlever l'indépendance de C. Alors, je dis que si Y, il va au bord de la grande boîte, il est connecté au bord de la grande boîte, eh bien, je dis que la probabilité pour que Y soit connecté à D lambda de KL dans C complémentaire, c'est plus petit que la probabilité que Y soit connecté à D lambda de KL. Voilà, parce que j'enlève la contrainte que ça soit connecté dans C complémentaires. Et en plus, c'est plus petit que la probabilité que Y soit connecté à Y plus D lambda K-1L. Parce que le Y, il appartient à lambda de L. Donc pour voyager jusqu'au bord de cette grande boîte lambda de KL, eh bien avant, je devrais sortir de la boîte ici Y plus lambda de K-1L. Voilà. Et puis comme le système est invariant par translation, ici je peux mettre 0. Et donc au total, eh bien tout ça c'est plus petit que... Alors, j'ai probabilité pour que 0 soit connecté à D lambda KL va être plus petit que somme sur C. Somme sur E appartenant à delta S. Probabilité pour que 0 soit connecté à X dans C. C ronde égale C. Et là, il me vient probabilité pour que 0 soit connecté à D lambda K-1L. Et maintenant, ceci ne dépend plus de C. Donc en fait, je peux factoriser ici. Je peux remettre cette somme là-dedans. Donc en fait aussi, ça c'est une technique pour disjoncter les événements sans faire appel à des inégalités de corrélation un peu plus sophistiquées, mais qui ont le mérite d'exister. Et donc en fait, quand je remets la somme là-dedans, ça va me faire plus petit que somme sur E appartenant à delta S de probabilité pour que 0 soit connecté à X dans S, probabilité pour que 0 connecté à D lambda K-1L. Voilà, et donc ici j'ai le phi P de S, plus petit que phi P de S, fois la même quantité au rang K-1. Et donc là, une petite récurrence directe sur K vous dit que ça, c'est plus petit que phi P de S puissance K. Et comme le phi P de S est plus petit que 1, eh bien ça donne la décroissance exponentielle. Et là, j'ai terminé mon exposé au bon endroit. Voilà.